Nombreux à l'heure de la santé sur la télévision togolaise. L'émission de ce soir va porter sur l'albinisme, ses causes, les problèmes de santé auxquels font face les personnes atteintes par cette affection et les difficultés socio-professionnelles qui demeurent un défi du quotidien pour l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Chez les enfants de moins de 1 an, il y a une grande mortalité parce que l'enfant est soumis à 3 grandes lignes de maladies. Il y a le groupe des infections néonatales qui tuent, il y a le groupe des petits poids de naissance, les enfants qui naissent en bas de 2,5 kg, ou bien les enfants qui naissent avant les 9 mois, comme on dit souvent, ce qu'on appelle les prématurés. Le 3e groupe, c'est les asphyxies périnatales, les enfants qui naissent et qui n'arrivent pas à crier, à respirer. Ce qu'on peut éviter, agir sur ça, c'est les infections néonatales. Par quoi? Par la vaccination. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Je vais donner l'exemple d'un territoire et le territoire va être attaqué par des étrangers. On les appelle les antigènes. C'est ça qu'on introduit dans le corps d'un enfant. Quand les étrangers rentrent, le territoire va se défendre, il va envoyer ses soldats, il va fabriquer des soldats. Et ces soldats vont aller lutter contre ces agresseurs-là. Ces soldats-là vont garder en mémoire la technique avec laquelle on tue l'assaillant. Et ils vont se replier après. C'est ça qu'on appelle la mémoire immunitaire. Donc, c'est les 3 notions qu'il faut retenir sur la vaccination. Quand l'enfant naît, dès qu'il sort du ventre, il est dans le milieu extérieur. Là, tous les microbes vont l'agresser. Donc, il faut commencer très tôt cette vaccination-là. Et on commence par le premier vaccin, c'est le vaccin dans nos milieux au Togo, c'est le BCG, le vaccin contre la tuberculose. On commence très tôt. Dans la première semaine de vie, on vaccine l'enfant contre la tuberculose et contre la poliomyélite, la maladie qui donne des paralysies, etc. Maintenant, on donne à l'enfant des rendez-vous de vaccination. Quand l'enfant a 1 mois et demi, quand l'enfant va en vaccination, qu'est-ce qu'on fait aux enfants? On va donner 2 vaccins par voie orale. Il y a les vaccins contre la poliomyélite, le vaccin contre le rotavirus. Le rotavirus, c'est ce virus qui donne beaucoup de diarrhée grave aux enfants. Et on va lui faire 2 piqûres. La piqûre qu'on fait sur la cuisse droite, ça contient un seul vaccin qu'on appelle le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, ça donne des maladies à type d'infection respiratoire, les infections des poumons, et ça donne aussi des maladies du cerveau, les méningites chez l'enfant. Maintenant, on fait la 2e piqûre sur la cuisse gauche qui contient 5 vaccins. Il y a diphtérie, la diphtérie, le tétanos, il y a la coqueluche, il y a l'hépatite B. Très important aussi. Et maintenant, le 5e, c'est un vaccin contre, on appelle ça hémophilus type B. Ça donne certaines formes de méningite aussi. Donc, on voit qu'au total, ça fait 8 vaccins, 8 maladies qu'on essaie d'éviter dès 6 semaines. Il y a 2 mois et demi, on refait la même chose qu'on avait fait à 1 mois et demi. L'enfant revient à 3 mois et demi. Maintenant, on va ajouter un nouveau vaccin qu'on appelle la poliomyélite injectable. C'est pour augmenter l'efficacité de la protection contre la poliomyélite. Dès 3 mois et demi, on reprogramme l'enfant pour d'autres séries de vaccinations. Et dans le programme élargi de vaccination au Togo, ce sont des vaccins subventionnés, ce sont des vaccins gratuits. À 9 mois maintenant, on fait une autre série de vaccins. On fait les vaccins contre la fièvre jaune et un vaccin qu'on appelle le vaccin combiné rougeole et rubéole. On va donner aussi de la vitamine A à l'enfant pour éviter certaines affections oculaires. Avant, le programme s'arrêtait à 9 mois. Maintenant, l'État a voulu aller au-delà des 9 mois, en allant jusqu'à 2 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? À 15 mois, l'enfant va revenir faire une 2e dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole. Et maintenant, on a introduit le vaccin contre la méningite A.
Les mamans, avant d'aller en vaccination, donnent des produits à l'enfant pour éviter, je ne sais pas, entre guillemets, une douleur éventuelle, etc. On ne donne rien à l'enfant avant la vaccination. C'est une erreur. Il ne faut pas que les médicaments qu'on donne aillent empêcher l'organisme de réagir comme il faut. Là, ça fait que le vaccin n'aura pas la bonne efficacité requise. S'il fait la fièvre, là, on peut lui donner un produit contre la fièvre. Souvent, on vaccine l'enfant, la maman rentre et dit non, elle ne va pas laver l'enfant. Non, le fait de laver l'enfant ne va pas enlever la dose de vaccin dans le corps de l'enfant. On peut laver l'enfant. Les vaccins, c'est pour éviter des maladies. Et ces vaccins sont obligatoires. Il ne faut pas choisir entre les vaccins. Les vaccins ont prouvé depuis la nuit des temps leur efficacité. Et on a vu que dès qu'on introduit un nouveau vaccin dans la population, la maladie là s'estompe, la maladie disparaît. Donc c'est très important à cet âge si bas de vacciner les enfants et de ne pas oublier de respecter les rendez-vous. Et il faut aller faire les doses de rappel aussi qui sont importantes pour que l'enfant soit en bonne santé et qu'il puisse bien s'intégrer dans la société. Ils sont noirs à la peau claire. Eux, ce sont les personnes atteintes d'albinisme, une maladie qui touche environ une personne sur 20 000 dans le monde. En Afrique subsaharienne, c'est une personne sur 5 000 à une personne sur 15 000 qui souffrirait de cette affection selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les causes de cette maladie et les signes qui la caractérisent? Comment protéger les personnes atteintes d'albinisme afin qu'elles soient à l'abri des maladies liées à leur état? Qu'en est-il de leur insertion socio-professionnelle aujourd'hui? Vous aurez des réponses à toutes ces interrogations dans ce grand plateau. Vous en saurez également sur les actions que mène l'ANAT pour assurer le bien-être social de leurs membres. Pour nous accompagner ce soir, nous sommes avec Dr Kodjo Zankpe. Il est dermatologue, vénérologue et chargé de projet à la Sotoderme. Docteur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. Bonsoir, Madame Servonance. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir partagé, docteur. Et avec vous, nous allons justement parler de nos amis noirs à la peau claire. Nous démarrons ainsi cette émission avec ce micro-trottoir. Quel regard la société porte-t-elle aujourd'hui sur les personnes atteintes d'albinisme? Qu'en est-il de leur insertion socio-professionnelle? La réponse, c'est dans ce micro-trottoir. Agbelitime yovo kafla wachon le se mio kenene wa enu ke nyam se so anti anyi be owe enu ke dana wa be nti gblena eje mi du na wa ondu no la du ji pharmacie be je la du uswat no pleje ya o la toe les odi e side la foule me ken gbo la du o tan la les tension kaba nto tension la le kaba parce que obe nu nyambere mankele obe hume so wu nyame ko ba gbazele ibo lekia parce que amo vona be dokele wan ti ola be na yo e dolele beyin ne so wu be ne le famille na wa ipo la da si obo ne gogo nyan po epo be ko ogbon ti won be nyan ipo la da si na odudu no ngbele du ti won po ba gbazela no nyere abino se ni ka fran mi pa modo be yo vovo mais yo vonto ni en tant que tel reco. Par exemple, Jojo Mede, Beni, les gens, les Niam, Betodum. Par exemple, à Modo, les la Pola bien. Moi, je vois ici, Europe, moi, je suis venu en Niagbole, Afrique, fille, à Nenebe, à Moni. Et donc, la Pola, basée en a point pour aller Bordeaux, non, non, quand on Modo, la Pola bien, que voir, moi, je vois nous. Ah, oh, à mon toto, nous, là, non, mais, parce que, une catching blanc, quand Franco, toto, que le wa, mais, coup de mion, mais, mis le pobe. Ojo bien voir me do bien yo quoi yam nyanke causer na ne debe alo abe jojo me kele wa chan wasi nene yo bien na do wa pompon lo na wantia nyanke causer on va ma be nya do le aga am gbogbon kele la me mia alo mia enye fi bien e ke alo 5 litres kele la me 5 litres la me na ma e kele la me ne ma me ma ma te considérer si bena vodu alo gbogbon de am gbeto be nyimi ke mia ke odo la si asi me do tan lo wa e chan la te o gblem se na be o abagbazia e cause na ne dolere par exemple e mpo amodo ya ka fon la mpo do na on po na miro kwa o po na mfufufufu
souvent ma be dit susunye le et que nku souvent ma kpo ma o ma kan ku be problème ko na bo gbogbo to do na de que ami ara be ava kpla do vola kpo ne ma mi abe ame ya ma te no yo do mi alo yo ma de ho ka fran e mi go san ho mi ato bi o ga me san ho se be ame mo wa gbogbon de alo foju de onyi va jo yo do mi alo ke me foju onyi o san mo ma ke mi ona ele se mi se na nyanto mi ona ogan mo oli la pa mi abi ebe de ko de ke bele la gogo ye parent parce que ka fran de ko mi abi dia de gbogbon de me gbe ni mi so ja lo de ko de ke no ale ko para la ke de egon na mi wa mi san mi so na to bi o be nya ko e ka fran mo ma so e dun pour mi to bi o be san bo me titi e mi ko na mi o sa mi gbogbon fun alo ya de ke na ba mi ma te no mi ado mo wa mi le po ti abe nene ba bino smo la te wo do le do ke mle wo la te wo nene be do ama ela we gbeto amadun be nyi ma te no aho me ko abe ado podo wo agbesi agba me na so gane tan ko me le so gano aga nya gbere ka gbe em la gba so la pompo so nji donc o chon do alofe o do afove a o la dogo ave ji do e mo dodo chon lo pro chana mo wa e cha o la kaka san do ande la dogo so mo no ko donc a nya ma te gbe ti african le lo do ano bien o ma te yo en to gbero gbele nsem be ya te odo mi le jore po ko o mi la te o ke wa te o ano la nsem ne ka fran o a me ava gbo fi nya bi no sa va ne mi ki mi le do mi le jua o la di e be so ta flat e do re do na po no wa fi ka me e creation be do na po ne evo o nya ti kere alo nya nde a o la sion ne ba me ale be na o la no la nsem possiblement un problème de kuma wa fi ka me anto e caché ye be do lele a onto kwa fun wa mi ma te net ya be nya penti bale ma po la motion donc avo mi gba kle de gbale ngbodo mi wa mo nkeji ni le mo donc an ke be gbon nya pere nti ne be gwo mo bon e gbonya e akpaja wa ka flan o na le français me be abino saro ochan bon e ame créature ordinaire oni on ka bon le dinawo de que tutu on ka la vie que ngba c'est ochan créature de veni va jona on ka souvent amo blanc amo souvent blanc na be vodou alo vodou oni bon nya nkpo be na ni vodou oni e pa me ordinaire oni bon souvent nkenya nya alo nke nkpona le wantia odona et noa problème des yeux c'est benane indokusu hua te pona nu et de lion anka e ngba pona chan wa va gbaze me chan endo va kona ra gbaze me no agbaze me de naturo wana tache rouge le agbaze me no nke ola wone wa be agbaze me va no nueria bon souvent o gbon na be na be oduna ko omdole omdun no du aye na ehle na enua nene be tache ba ko ra gbase me no gba na chan wa be enua vision eno na flou on ka ola gbon be ola anyiko no enua wa ba gbase me ma agba podi. Je vais dire la majorité de la population. Il y a un peu qui est vrai, mais il y a beaucoup qui sont faux dans tout ce que nous venons d'entendre. L'albinisme n'a rien à voir avec l'alimentation. Absolument pas. Et dites-nous, comment expliquer ce phénomène? Qu'est-ce que c'est concrètement que l'albinisme? Alors, l'albinisme, c'est une maladie génétique. Génétique, ça veut dire que ça provient des gènes et c'est une maladie qui est héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que on hérite, c'est l'héritage de nos parents. Et c'est une maladie qui entraîne un déficit de la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui rend notre peau noire, qui colore la peau en noir ou bien en plus foncé. Et donc, chez les personnes atteintes d'albinisme, ce pigment est déficitaire. Ce qui fait que ces personnes sont plus blanches que la population de manière générale. On parle souvent, dans nos termes médicaux, de maladies à transmission autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il faut que les deux parents transmettent le gène
à l'enfant pour que l'enfant puisse manifester la maladie. Donc ce n'est ni le sel, ni une punition des dieux. Voilà. D'accord, mais on connaît certains parents, hein, les deux parents ont la peau foncée. Si je veux je peux le dire en termes simples, les deux parents sont noirs, mais ils mettent au monde un enfant à la peau claire. Et comment on peut comprendre cela? Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la transmission, on parle de gènes autosomiques récessifs. C'est-à-dire que pour que la personne manifeste la maladie, pour que la personne puisse présenter les signes de la maladie, il faut qu'il y ait deux gènes transmis par les deux parents. Donc, ces parents qui ont la peau de couleur noire, c'est qu'ils ont le gène, mais ils n'ont qu'un seul gène. Et donc, lorsque ils se mettent avec une femme ou bien leur partenaire, on va dire comme ça, qui a aussi le gène récessif, et lorsqu'ils mettent au monde un enfant qui a reçu les deux gènes, cet enfant va manifester la maladie. Vous allez voir aussi qu'il y a des fratries, il y a des frères ou des sœurs qui n'ont pas la maladie et il y a d'autres qui l'ont. Donc c'est un peu on va dire, la loterie de la nature. D'accord. Et est-ce qu'il existe des facteurs de risque? Le seul facteur que je peux citer, c'est la consanguinité. Le fait de s'unir avec des parents, des cousins germains, des parents proches, puisque le gène est déjà là. Et donc, si on s'unit avec des personnes avec un aïeul qui est commun, on a beaucoup plus de chances d'avoir des enfants qui ont la maladie. Et qu'en est-il des autres causes, à part l'absence de mélanine? Principalement, l'absence de la mélanine, c'est dû à des mutations génétiques. Et ces mutations, on en a plusieurs. On en a plusieurs qui sont recensées. Donc, en fonction du type de mutation qu'on recense chez la personne va manifester la maladie. Donc, on va dire que la principale cause, c'est le déficit ou bien le désordre génétique qui va se manifester cliniquement par les signes que nous remarquons. D'accord. Et on dit aussi que l'albinisme est une maladie à plusieurs facettes. Oui, on peut le dire parce Comment? que l'albinisme, il y a plusieurs mutations, comme vient de le dire. On en a recensé à peu près 19 dans le monde. Et ces mutations ont plusieurs manifestations dans la chaîne de fabrication de la mélanine. Donc, en fonction de l'atteinte, la présentation clinique de la maladie va différer. On peut parler de deux personnes atteintes d'albinisme, mais lorsqu'on vous les présente, ils n'ont pas la même présentation physique. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs facettes, si on peut dire, de la maladie, parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs phénotypes de la maladie qui font que les personnes atteintes d'albinisme ne se ressemblent peut-être pas tous. Docteur, quelles sont aujourd'hui les statistiques disponibles en termes de nombre de personnes atteintes d'albinisme chez nous ici au Togo? Alors, l'année dernière, il y a une étude qui a été réalisée par le Centre africain de recherche en épidémiologie et en santé publique. C'est une étude sur la cartographie des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Et c'est une étude qui a été financée par un partenaire de la France, la Fondation Pierre Fabre. Et cette étude a permis de recenser à peu près 1521 personnes atteintes d'albinisme au Togo. Donc sur la population qu'on a actuellement, un peu plus de 8 millions, ça représente une personne atteinte d'albinisme pour environ 5300 Togolais vivant au Togo. Ce qui n'est pas loin des chiffres de l'Afrique subsaharienne. Exactement, c'est un chiffre qui se rapproche des estimations de l'OMS. D'accord. Le nombre de personnes atteintes d'albinisme serait plus élevé en Afrique que sur d'autres continents. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, je vais encore revenir sur le facteur favorisant que j'ai cité plus tôt, les mariages consanguins. Quand on dit consanguin, c'est les cousins germains, des gens qui ont un ancêtre commun. Les cousins et cousines se marient. Voilà, exactement. C'est très fréquent en Afrique subsaharienne et donc c'est le principal facteur qui explique pourquoi on a plus de personnes atteintes d'albinisme chez nous qu'ailleurs. Autre facteur qu'on cite, c'est qu'il y a certaines populations dans lesquelles on remarque beaucoup plus de mutations génétiques, donc notamment les populations de l'Afrique subsaharienne. Ça aussi, ça pourrait expliquer pourquoi on a plus d'albinisme
chez nous qu'ailleurs. Qu'est-ce qui peut indiquer à la maman que l'enfant qu'elle vient de mettre au monde porte les gènes de l'albinisme? Alors, à la naissance, ça pourrait être un exercice un peu difficile. Puisque vous avez dit, tous les enfants ont une peau claire. C'est après exposition que la peau retrouve sa couleur normale. Donc, généralement, c'est quand l'enfant grandit et on remarque que la peau reste claire et la peau ne devient pas plus foncée, que la maman se dit, ah, ici, il y a quelque chose, c'est pas normal. Et donc, dans ces conditions-là, la maman peut se dire, oui, voilà, mon enfant est peut-être atteint de l'albinisme, il faudrait que j'aille voir pour confirmer. À part la couleur de peau, qu'est-ce qui caractérise cette affection? C'est, je dirais, deux organes qui sont principalement atteints par l'albinisme. Il y a la peau et les yeux. Donc, pour faire un diagnostic de façon clinique, on regarde la peau et les yeux. Les yeux, souvent, vous allez remarquer des personnes, ils ont des mouvements un peu saccadés des yeux. C'est ce qu'on appelle un nystagmus. Et vous allez remarquer aussi que la coloration des yeux des personnes atteintes d'albinisme, ce n'est pas la même chose que les autres. Ils ont des couleurs, des colorations différentes parce que l'iris aussi, c'est une zone qui est pigmentée où la mélanine intervient. Donc, puisqu'il y a un déficit, il y a un défaut de coloration aussi au niveau des yeux. Mais nous, le principal signe qu'on remarque, c'est le nystagmus, le fait que les yeux bougent de manière involontaire, de haut à droite, de gauche à droite, de haut en bas. En plus de la diminution de la coloration de la peau, c'est ça qui nous fait évoquer le diagnostic d'albinisme. Vous avez parlé des yeux de nos chers amis et les personnes atteintes d'albinisme. Cela va sans dire qu'ils ont des problèmes de vue, comme l'a indiqué quelqu'un dans le micro-trottoir, n'est-ce pas? Exactement. C'est les yeux et la peau qui sont les organes les plus touchés. J'ai parlé du nystagmus tout à l'heure, j'ai parlé de la coloration de l'iris. Il y a d'autres signes des yeux aussi. Il y a, vous aurez remarqué peut-être ce qu'on appelle le strabisme, c'est-à-dire il y a un œil qui regarde dans une direction et le second œil qui regarde dans une autre direction. Vous avez les troubles visuels, le fait que la personne ne voit pas de loin. Et vous avez la peur, on va dire, de la lumière, parce qu'il n'y a pas la mélanine pour protéger les yeux. Donc, les personnes atteintes d'albinisme sont facilement éblouies par la lumière. C'est pour ça qu'ils se cachent, parce qu'il fait un peu chaud lorsque le soleil est un peu aux zéniths. Voilà un peu au niveau des yeux ce qu'on peut avoir. Et quels sont les autres problèmes récurrents de santé que ces personnes atteintes d'albinisme portent souvent? Le pigment, la mélanine dont on parle, ça a un rôle dans la peau, c'est de protéger les noyaux des cellules de la peau contre les effets néfastes des rayons solaires. Donc, puisque c'est un pigment qui est déficitaire chez ces personnes-là, ça fait que la peau est exposée à ces effets néfastes. Donc, vous aurez un vieillissement prématuré de la peau, vous aurez des taches de rousseur dont nos amis ont parlé, ce qu'on appelle les éphélites. Ce sont les taches noires qu'on retrouve fréquemment sur la peau des personnes atteintes d'albinisme. Vous avez ce qu'on appelle un érythème actinique, c'est-à-dire quand la peau brûle trop, vous allez voir des rougeurs sur le visage ou bien sur les membres des personnes atteintes d'albinisme. Vous allez voir ce qu'on appelle des kératoses actiniques, ce sont des lésions précancéreuses, parce qu'on ne laisse pas ça évoluer vers un cancer. Et vous aurez, in fine, des cancers de peau qui sont plus fréquentes chez les personnes atteintes d'albinisme que dans la population normale. D'après le micro-trottoir que nous venons de suivre, la plupart de nos interviewés ne savent même pas que le soleil serait à la base de ces taches noires, qui peuvent cacher un cancer de peau, docteur. Exactement, c'est le manque d'information à la population générale. C'est à l'image de ce que les gens pensent de manière générale. Les gens ne savent pas, et donc c'est pour ça que cette émission, par exemple, est une bonne initiative pour informer les gens, pour dire aux gens que c'est le soleil qui est l'ennemi numéro 1 des personnes atteintes d'albinisme, et c'est les effets du soleil qui sont responsables, on va dire, de tous les problèmes, que ce soit cutanés ou oculaires des personnes atteintes d'albinisme. Ces affections sont graves.
ça peut conduire à la mort quand on évoque déjà le cancer de peau. Exactement. C'est, le cancer, on le connaît, hein, ce n'est pas une maladie qui blague. Lorsqu'on laisse traîner un peu, ça donne ce qu'on appelle des métastases, ça envahit d'autres organes et, in fine, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, c'est une maladie qui est grave. C'est justement pour ça qu'il y a différentes actions pour prévenir ces cancers-là. Justement, j'ai envie de vous demander, à part le 13 juin, qui est la journée internationale dédiée à la sensibilisation sur l'albinisme, est-ce que vous menez d'autres activités, vous qui travaillez aux côtés de ces associations de personnes atteintes d'albinisme? Est-ce que c'est un travail que vous faites au quotidien ou bien vous attendez toujours la journée internationale avant de sortir sur les Non, antennes pour votre sensibilisation? je dirais qu'on a à la Sotoderm, la Société togolaise de dermatologie, un projet de prise en charge des personnes atteintes d'albinisme, notamment les lésions précancéreuses et cancéreuses. C'est un projet que nous menons avec nos amis de la NAT et qui est financé par le même bailleur, la Fondation Pierre Fabre de la France. Et donc, ce projet nous permet de faire des consultations foraines. On circule de Lomé jusqu'à Daparon. On offre des consultations dermatologiques gratuites aux personnes atteintes d'albinisme. On essaie de dépister les lésions qui sont, disons, cancéreuses ou précancéreuses. On les prend en charge, on leur offre des chirurgies gratuites et ça permet vraiment de sauver beaucoup de personnes. Alors, en marge de ces campagnes aussi, il y a la NAD qui produit des crèmes de protection solaire qu'elle distribue gratuitement à ces personnes-là pour se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Maintenant, ce n'est pas que ces campagnes-là. Nous avons un réseau d'agents de télédermatologie dans tous les districts du pays qui nous aident à offrir des consultations dermatologiques aux personnes atteintes d'albinisme dans tout l'industrie du pays. Et donc, en fonction de ce qu'on trouve, si ça a besoin d'une chirurgie, ce projet permet de prendre en charge gratuitement les lésions de cancer ou bien les lésions précancéreuses des personnes qui sont présentes. D'accord. Merci bien, docteur. Viviane est commerçante et mère de 5 enfants. Elle est bien aimée par sa famille et son entourage. Cependant, Eric, lui, se bat au quotidien, comme toute personne atteinte d'albinisme d'ailleurs, contre la stigmatisation et le rejet social. La problématique de l'insertion socio-professionnelle est un défi majeur pour les personnes atteintes d'albinisme. Tout ceci, c'est à découvrir dans ce témoignage que je vous propose de suivre. Dans nos familles, nous sommes un mystère qui est entouré de beaucoup de sujets. Et pour parler de l'extérieur, les gens nous prennent comme des divinités. D'autres disent que nous sommes des serpents. D'autres disent que nous sommes des monstres. Ils nous disent beaucoup de choses qui nous rendent plus frustrés, plus discriminés, plus éloignés de l'humanité. Chaque jour, chaque instant, surtout pour les petits enfants, ils nous donnent des sobriquets, des noms, des injures. Dans ta famille, dans ton entourage, il faut parler de toi aux autres pour qu'ils comprennent mieux ta situation que de se taire. Et puis, eux, ils vont imaginer ce qu'ils sont en train de voir, mais ils ne connaissent pas vraiment, véritablement, les temps dans lesquels nous vivons. Le fondement, c'est que, faute de vision, problème de vision, faute de connaissance de l'albinisme, l'éducation ne prend pas en compte notre vulnérabilité de vision. Donc, on nous classe comme tout le monde, donc on ne pourra rien faire, on n'arrive pas à copier les cours, on abandonne les classes. Donc, on est devenu vulnérable. Pour travailler, ceux qui ont lutté pour avoir des diplômes, à diplôme égal, les patrons d'entreprise ou bien des chefs d'entreprise doutent de ta performance, des résultats que tu peux leur donner par rapport à ton état. Est-ce que la personne-là, il voit? Je peux donner l'exemple d'une collègue qui n'est plus que la terre lui soit légère. Elle a fait le stage dans une pharmacie. La patronne vient, ou bien le patron de la pharmacie vient, on confie des tâches aux gens qu'on ne lui donne pas, pour lui dire qu'elle ne voit pas pour pouvoir travailler. Et pour travailler, on n'a pas d'emploi. Arrivé, on dépose des dossiers, mais on juge d'abord de ton état, de ta morphologie, du résultat que tu peux te donner sans avoir à te mettre à l'épreuve.
Et par rapport au travail, d'autres qui n'ont pas eu la chance de fréquenter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de travailler sous le soleil qui est notre ennemi. Ils sont devenus vulnérables par rapport à leurs travaux. Donc, ce sont des conditions dans lesquelles nous vivons notre insertion économique. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, avec l'État, pour dire qu'il y a des quotas de personnes atteintes d'albinisme qu'on peut recruter pour pouvoir alléger l'insertion économique et professionnelle de ces gens-là. Ce sont des défis que nous sollicitons aujourd'hui pour l'État de prendre des engagements ou bien d'avoir un plan national sur l'albinisme qui peut nous permettre de pouvoir avoir certaines opportunités pour s'en sortir. C'est par ce sujet que nous introduisons M. Sourou Éric Tonto sur ce plateau. M. Sourou Éric Tonto est coordonnateur des programmes et chargé de suivi-évaluation à la NAT. Monsieur Éric, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous dis merci et c'est vraiment un plaisir aussi de partager avec vous ce plateau pour parler justement de l'albinisme. Alors, dites-nous, la NAT, qu'est-ce que ça signifie? Merci beaucoup. L'ANAT, c'est l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo, une association qui a été reconnue comme une ONG depuis 2017. Et nous existons depuis 2012 en tant qu'association. Et notre objectif, justement, c'est de promouvoir, pour résumer ce que nous faisons, promouvoir et protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme dans notre pays. Les droits des personnes atteintes d'albinisme, comme le stipule le thème de cette année, exigeons nos droits, protégeons notre peau, préservons nos vies, n'est-ce pas? Justement. Okay. Justement. Et dites-nous, quand avez-vous pris conscience de votre couleur de peau? Merci beaucoup. Et quand est-ce que j'ai pris conscience de ma couleur de peau? Et je vais dire justement depuis le bas âge, lorsque j'ai commencé par, on va dire, discerner le bien du mal. Et là, tu n'es plus obligé ou bien tu n'es pas, oui, obligé qu'on te le dise que tu es. Mais la société déjà te montre déjà que tu es différent des autres. Et parce que quand tu vas t'amuser avec les enfants, on te fait savoir que tu es différent. Donc du coup, j'ai pris connaissance de mon état depuis le bas âge. Et en se rendant compte que oui, je ne suis pas comme les autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la société, même dans ta famille, dans le reportage qui vient de passer tout à l'heure, il y a cette ignorance aussi déjà qui est là et là il y a déjà cette différence quand tu vas faire quelque chose on va dire non tu n'es pas comme les autres donc tu es différent donc il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, peut-être aussi pour certains parents c'est la surprotection de l'enfant atteint d'albinisme parce que oui il y a cette différence là donc on te montre déjà depuis le bas âge que tu es différent des autres. Et vous en avez souffert? Plus ou moins parce que quand tes camarades s'amusent par exemple, et que tu devrais aller t'amuser aussi, on te dit non, toi tu ne dois pas faire ceci, toi tu ne dois pas faire cela. Et oui, ça déconcentre un peu, ça diminue un peu l'estime de soi. Parce que si tu n'arrives pas à gérer cette période-là, parce que oui, aujourd'hui il y a certaines personnes atteintes d'albinisme qui ont grandi avec ça, et que leur sociabilité est remise en cause. Leur sociabilité est un peu, comment on le dit, fait un peu défaut. Parce que oui, depuis l'enfance, on les surprotège. Parce que c'est le mot. En tout cas, c'est à ça que je résume. C'est une... pour prendre le côté positif de la chose, en fait. Peut-être, oui, les parents ne veulent pas que, oui. Peut-être pour pas aller t'amuser parce que, oui, peut-être tu peux prendre le coup de soleil, tu peux avoir ceci, tu vas te blesser. Oui, et là, tu ne te sociabilises pas, tu ne t'amuses pas avec les autres, oui, parce que ça, quand tu découvres cela, tu as mal, mais peut-être quand tu prends le côté positif, comme moi je le prends toujours, tu vas dire oui, peut-être on te protège justement pour ne pas, parce que tu es si différent, pour ne pas prendre le coup de soleil, pour ne pas avoir d'autres lésions pareilles. En tout cas, étant enfant, ça ne doit pas être facile à comprendre. N'est-ce pas, docteur? Effectivement, ça doit être difficile. Alors, docteur, et à partir de quel moment vous posez-vous le diagnostic de l'albinisme? D'autant plus que c'est une maladie. Le plus tôt possible pour nous, puisqu'il y a plusieurs variétés d'albinisme, le vrai diagnostic, c'est un test génétique qui permet de retrouver la mutation génétique en cause. Ailleurs, on dit qu'il faut retrouver 2 mutations, mais bon, ici, le test génétique fait défaut, donc nous, on se base sur nos arguments cliniques, ce qu'on voit, ce qu'on retrouve à l'examen, surtout de la peau et des yeux. Déjà, quand l'enfant est nourrisson, on peut faire un diagnostic si on a les signes qui nous permettent de faire le diagnostic. Parfois, on attend un peu plus parce qu'il y a des formes qui sont trompeuses et même
ça nous met en difficulté. Donc, on est obligé d'attendre encore quelques temps avant de pouvoir faire le diagnostic de l'albinisme. Donc, le plus tôt possible. Exactement. Pour protéger ces enfants, n'est-ce pas? Monsieur Sourou, vous êtes un membre de la NAT. Comment travaillez-vous? Comment agissez-vous? Comment menez vos activités sur le terrain? Merci. La NAT, c'est une, comme je l'ai déjà dit, l'ai présenté, est une organisation qui travaille pour la protection, la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme. Et si quels sont ces droits-là, le droit à la santé. Donc, si je prends ce côté du droit à la santé, nous sommes dans deux aspects. Vous êtes juriste en Oui, plus. je suis juriste de profession. Donc, pour nous, on oriente nos actions sur les droits parce que oui, la question de l'albinisme est une question de droits humains parce que oui, ce sont des personnes exclues de la société et donc nous sommes nés tous égaux. Donc, du coup, il faut promouvoir ces droits-là, il faut protéger ces droits-là, justement, comme le dit le thème de la GISA de cette année. Et donc, nous œuvrons dans ce sens-là. Quand je prends le droit de la santé, par exemple, nous travaillons dans deux aspects. Sur la santé dermato et sur la santé oculaire. Sur la santé dermato, avec la sotoderme, comme l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans la prise en charge des maladies cutanées chez les personnes atteintes d'albinisme. Mais avant de parler de la prise en charge, le docteur l'avait déjà évoqué aussi, nous sommes dans la prévention. Dans la prévention des maladies cutanées, et au niveau de la NAT, nous avons un laboratoire de production des crèmes solaires et avec notre partenaire, la Fondation Pierre Fabre, qui finance ce laboratoire-là. Et nous produisons des crèmes solaires que nous distribuons gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme. Et vous savez, en Afrique subsaharienne, il faut quand même qu'on mette l'accent là-dessus. Le soleil, a beaucoup d'effets sur notre peau. Malheureusement, c'est ici en Afrique subsaharienne que nous avons beaucoup de personnes atteintes d'albinisme. Et si on ne se protège pas contre les rayons ultraviolets du soleil, nous avons des lésions cutanées et des précancérogènes qui deviennent des cancers après. Donc oui, le taux de décès aussi des personnes atteintes d'albinisme qui sont liées au cancer, c'est souvent en Afrique subsaharienne qu'on retrouve ça. Donc nous travaillons justement pour prévenir ces lésions cancérogènes, pour prévenir ces cancers-là, pour prévenir ces décès-là. Nous distribuons aussi des lunettes solaires pour se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil, les chapeaux à bord large, les habits à manches longues et aux personnes atteintes d'albinisme que nous sensibilisons. Aussi, il faudra aller sur cet aspect aussi. La sensibilisation préventive, il faut se protéger, comment s'adapter sous le soleil. Si nous avons un problème de vision, et là, il y a une étude que nous avons réalisée en 2021-2022 qui prouve que plus de 70% de personnes atteintes d'albinisme ont de la myopie ou ont d'autres anomalies oculaires. Donc, qu'il faudrait justement corriger parce que notre vision, ou je vais dire entre griffes, le mot malvision que nous avons, ne se corrige pas. Non, c'est pas parce que nous ne voyons pas bien qu'on peut apporter les verres pour se corriger. Mais on porte les verres justement parce que nous avons, à part l'albinisme, l'absence de la mélanine dans la rétine, nous sommes susceptibles d'autres. Vous êtes sujet à d'autres problèmes, à d'autres anomalies de vision, qui myopie, stress, des choses comme ça. Donc, il faudrait corriger. Donc, du coup, nous menons des actions de consultation ophtalmologique et nous confectionnons des verres médicaux aux personnes atteintes d'albinisme, surtout aux enfants, pour pouvoir aller loin à l'école. Nous intervenons aussi dans l'aspect de l'éducation inclusive. Le reportage l'a si bien dit, parce que l'éducation n'est pas encore inclusive pour les personnes atteintes d'albinisme. Notre handicap visuel n'est pas encore pris en compte au niveau de l'éducation, parce que quand on parle des non-voyants, quand on parle des malvoyants, quand on parle d'autres types d'handicap, l'albinisme, bon, peut-être on le voit avec la différence de peau, mais on ne sait pas en réalité que nous avons un problème de vision qu'il faudrait inclure, qu'il faudrait prendre en compte, par exemple, au niveau de notre organisation. Nous prenons ces enfants-là, nous achetons des fournitures scolaires, nous payons leur écolage, que nous amenons à l'école, par exemple. Voilà, et le dernier aspect sur lequel nous travaillons, c'est sur l'aspect insertion socio-économique et professionnelle. Parce que sur l'aspect social, les discriminations, les stigmatisations, il faut sensibiliser, il faut déconstruire les mythes autour de l'albinisme. Pour moi, ce que je pense, en tant qu'éducateur aux droits humains, ce que je pense principalement, c'est que peut-être c'est l'ignorance. Donc, il faudrait quand même qu'on sensibilise, qu'on éduque, peut-être si les gens ont des connaissances, parce que oui, la preuve sur le terrain, quand vous rencontrez les gens, quand vous présentez scientifiquement ce que c'est que l'albinisme, comme le docteur vient de le dire, les gens vont dire, ah oui, c'est vraiment ça, parce que les gens sont ignorants. Donc, pour nous, c'est de travailler sur cet aspect aussi. Et oui, quand vous êtes discriminé, quand vous êtes stigmatisé, votre employabilité, votre insertion économique et professionnelle est remise en cause. Donc, pour nous, par exemple, c'est de travailler aussi à autonomiser les personnes atteintes d'albinisme. Notre organisation
l'organisation les aide et les forme par exemple sur la gestion d'activités génératives de revenus, sur la gestion de l'entrepreneuriat et finance parfois par les ressources que nous arrivons à mobiliser leur entreprise pour que les personnes atteintes d'albinisme qui ne trouvent pas à faire puissent s'autonomiser en créant leur propre entreprise. Autant d'activités que vous menez hein, pour le bien-être des membres de votre association. Mais dites-moi, l'arme principale dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Et cette sensibilisation, est-ce que vous la menez dans les écoles, dans les églises, dans les mosquées? Est-ce que vos actions s'étendent à ces endroits? D'accord. Merci beaucoup. Oui, nos actions s'étendent à ces endroits, mais principalement pour l'instant, hein, jusqu'à un certain niveau, nos actions sont concentrées sur les leaders communautaires. Par exemple, quand je prends les leaders communautaires, par exemple, je prends les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs religieux, oui, les imams, les prêtres et tous les pasteurs. Nos actions, parce que c'est eux qui portent le message. Donc, quand nous arrivons à toucher ces personnes-là, on se dit oui, nous avons touché l'ensemble de leur communauté. Donc, ça, c'est de un. De deux, au niveau, quand je prends le niveau de l'école, oui, nous avons, par exemple, une autre circulaire du ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui était sortie en 2022, qui justement donnait des instructions aux directions régionales de l'enseignement de prendre des dispositions pour sanctionner, par exemple, les discriminations dans les écoles. Donc, nous nous appuyons sur cette note circulaire et nous avons une autorisation même au niveau du ministère pour circuler dans les directions régionales pour sensibiliser les inspecteurs, c'est-à-dire les sensibiliser, les former sur le handicap lié à l'albinisme et même divulguer cette note circulaire. Le ministère nous a autorisé à divulguer cette note circulaire auprès des inspecteurs de l'enseignement quand nous passons par ces leaders-là et nous touchons en même temps les élèves et tout ce qui vont avec. D'accord. Et vos actions s'étendent-elles aussi à l'intérieur du pays? Oui, et nos actions s'étendent de Lomé à Dapan, comme le docteur l'a dit, parce que nous travaillons justement sur les mêmes territoires. Parfait. Oui. Docteur Zankbe, la prise en charge de l'albinisme, elle doit être oculaire, elle doit être dermato, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'il y a une autre prise en charge? Alors, on va dire que c'est le début de la prise en charge, le point de départ. Puisque quand nous avons des lésions cutanées qui s'apparentent à des cancers et qu'il faut enlever, nous faisons appel à des chirurgiens qui interviennent pour faire des exérèses. Parfois, les lésions sont un peu compliquées et donc nous faisons intervenir les oncologues médicaux, ceux qui s'occupent des cancers aussi. En plus de l'aspect oculaire, je dirais qu'il y a un aspect qu'on oublie un peu trop, c'est l'aspect psychologique de la prise en charge médicale. Donc on oublie souvent cette partie de la prise en charge, mais elle est tout aussi importante pour les personnes atteintes d'albinisme. Donc vous penchez aussi sur cet aspect? Oui, pour le moment, nous sommes beaucoup plus focalisés sur la peau, mais nous pensons également à la prise en charge psychologique. C'est important. Alors, Monsieur Eric, hormis tous les problèmes que nous venons de citer, on a touché un point essentiel, l'insertion socio-professionnelle, qui constitue un lourd fardeau pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème? D'accord, merci beaucoup. Ce que nous faisons principalement, c'est à travers les plaidoyers, les actions de plaidoyer et les actions de sensibilisation. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, je donne souvent un exemple, hein, une personne qui te discrimine, qui te stigmatise, que vous êtes sur le banc, ce n'est pas cette personne-là, quand vous allez grandir, va accepter que tu viens travailler avec lui, par exemple. Donc, du coup, avec elle, par exemple. Donc, du coup, ces aspects-là, il faudrait quand même commencer, principalement, à déconstruire le mythe, ou bien déconstruire, afin de connaître un peu plus l'albinisme. Donc, quand nous arrivons à travailler sur ces aspects, on aurait facilité l'insertion économique et professionnelle des personnes atteintes d'albinisme. Ça, c'est de un. L'autre aspect, ce que je dis souvent aussi, même si vous les formez en entrepreneuriat, si vous les financez pour la gestion d'activités et la de revenus, c'est la communauté qui devrait venir acheter chez ces personnes atteintes d'albinisme. Donc oui, moi, quand tu discrimines dans le quartier, tu peux étaler ta marchandise, tu es devant, personne ne viendra acheter. On préfère aller acheter chez l'autre. Donc pour nous, principalement, c'est justement déconstruire les mythes sur ce que c'est que l'albinisme et que oui, les personnes atteintes d'albinisme ou bien l'albinisme n'est pas contagieuse. Donc on peut toucher les personnes atteintes d'albinisme, on peut acheter chez elles, on peut cohabiter avec les personnes atteintes d'albinisme tout facilement. Donc c'est le principal aspect aussi. Vous savez, l'autre aspect, c'est les gens ne savent pas que l'albinisme est un handicap. Bon, c'est un débat, un grand débat aussi là, mais pour nous, le handicap lié à l'albinisme, il est pluriel. Moi, par exemple, je ne peux pas faire un travail qui pourrait m'exposer au soleil.
le témoin l'a dit tout à l'heure, quand les personnes atteintes d'albinisme rentrent dans les entreprises où ils rédigent leur CV pour aller chercher du travail, on leur catégorise en même temps parce que oui, lui ne voit pas bien, donc ne peut pas me fournir ce que je désirais sans avoir essayé la personne. Donc on les limite déjà. Donc pour nous, c'est de travailler sur ces aspects-là pour que on puisse limiter les dégâts de ce côté-là. Il faudrait que nos actions aillent plus loin par les actions de plaidoyer pour la prise en compte dans les actions de développement en fait, de façon générale. Et vous êtes en train de penser réaliser un plan national? Oui, pour nous aujourd'hui, par exemple, la NAT dispose d'un plan stratégique sur la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme au Togo, mais on devrait normalement aller au-delà. La Commission des droits de l'homme de l'Union africaine qui l'a exigé que tous les États africains normalement devraient adopter un plan d'action national sur la question de l'albinisme. Donc, pour nous, il y a certains États, par exemple, qui ont déjà avancé sur le sujet et depuis longtemps au Togo aussi. Nous menons des actions de plaidoyer pour que ce plan d'action national sur l'albinisme soit adopté parce que, vous savez, il faudrait quand même qu'on ait une stratégie, il faudrait qu'on ait une planification sur l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Donc, ce plan national sur la question de l'albinisme dans notre pays serait la bienvenue et pourrait englober, pourrait prendre en compte tous ces aspects-là, comme je le dis, aspect santé, aspect éducation, aspect social et aspect économique et professionnel. Alors, docteur Zampé, dites-nous, quelles sont les dispositions? Rappelez-nous ce soir, rappelez aux parents d'enfants porteurs d'albinisme, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour que leurs enfants demeurent toujours en bonne santé. Comme on l'a dit précédemment, le principal ennemi, c'est le soleil. C'est les ultraviolets du soleil. Donc, il faudrait adopter des moyens pour se protéger du soleil. Là, on est dans la prévention. Et plus tôt on commence la prévention, moins on a de problèmes quand on grandit. La protection contre le soleil, c'est à différents niveaux. Il y a d'abord la protection physique. Et quand on parle de protection physique, c'est les vêtements et les chapeaux. Donc, ce sont les chapeaux qui doivent avoir un bord large pour pouvoir protéger le visage et le cou. C'est des habits qui doivent avoir des manches qui sont longues, qui vont couvrir tout le membre pour que le membre ne soit pas atteint. Et ça doit être de couleur un peu foncée aussi pour pouvoir filtrer les rayons du soleil. La deuxième forme de protection, c'est les crèmes de protection solaire que la NAT fournit gratuitement. Donc, tout parent qui a un enfant qui a atteint l'albinisme peut s'approcher de la NAT pour se procurer des crèmes écran solaire. La troisième forme de prévention qu'on peut avoir, c'est la protection environnementale. On sait que dans nos régions, entre 10h et 15h, le soleil tape fort. Donc, il faudrait éviter de s'exposer à ces heures-là. Il faudrait se mettre à l'ombre pour pouvoir se protéger des rayonnements du soleil. Maintenant, ça, c'est la prévention. Une autre forme de prévention, c'est le dépistage précoce. Il faut que ce soit les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes ou bien les parents, il faut qu'on soit des automédecins, des médecins de soi-même, pour qu'on puisse détecter à temps les lésions qui durent trop, qui sont anormales sur la peau, qui doivent nous alerter pour que nous puissions aller consulter un dermatologue qui nous verra. C'est mieux que ce soit le médecin, l'expert qui vous dise ce n'est rien, plutôt que vous-même vous disiez ce n'est rien et qu'après on soit devant un cas qui soit compliqué. Donc, ce qui n'est pas normal, ce qui n'était pas là avant, lorsque ça vient, ça doit nous alerter pour qu'on puisse aller consulter un dermatologue. Alors, on dit ce soir à nos chers téléspectateurs que même l'environnement, l'entourage doit être tout automédecin pour ces enfants atteints d'albinisme, que ça ne doit pas seulement être le parent. Exactement. C'est pour ça que la sensibilisation n'est pas seulement pour les personnes atteintes d'albinisme, c'est pour toute la communauté. Comme ça, quelqu'un qui passe, qui voit un enfant exposé, qui joue sans protection sous le soleil, cette personne doit pouvoir interpeller cet enfant-là pour dire « Ah, tu t'exposes au soleil, ce n'est pas bien. Est-ce que tu as mis tes crèmes? Va mettre un chapeau, va te couvrir et tout ça. » Donc, c'est une sensibilisation qui est destinée à toute la communauté. À toute la communauté. D'accord. Monsieur Eric Assourou, et où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous existons aujourd'hui dans 25 préfectures des 39. Si vous êtes à Lomé, par exemple, notre siège social se trouve au niveau d'Agoué. Carrefour Commando. Quand vous arrivez Carrefour Commando, vous demandez le siège de la NAT au niveau du Carrefour Commando, vous nous trouverez au niveau d'Agoué. Ok, donc l'information est pour tous les parents qui ont un enfant
porteurs d'albinisme. Et à l'intérieur? Et Où à se l'intérieur. situe à l'intérieur? Oui, à l'intérieur, quand vous arrivez, nous sommes à Aneho, à Tchévier, à Dans les Taklabé. centres de santé, il faut aller demander d'après vous dans les Oui, centres de quand santé. vous allez dans les centres de santé, par exemple, dans presque toutes les préfectures du Togo, vous avez nos contacts dans ces centres de santé. Merci beaucoup. Et quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir, M. Sourou? Les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas des surhumains. Les personnes atteintes d'albinisme sont comme toutes les autres personnes que vous vivez, sont comme vous. Donc, du coup, il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre que l'albinisme est une anomalie génétique qui se transmet justement par les parents. Et comprendre que les personnes atteintes d'albinisme sont toutes des personnes aussi normales que vous. On devrait normalement cohabiter avec elles pour une société plus inclusive. Docteur Zankwe, nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous de ce soir. Quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Pour nos personnes atteintes d'albinisme, le soleil est votre principal ennemi, donc il faut vous protéger. Portez des chapeaux à bord large, portez des chemises qui ont des manches longues, qui sont un peu foncées. Mettez vos crèmes solaires à chaque fois que vous devez sortir et évitez les heures de pointe du soleil. Alors, au reste de la population, j'aimerais dire, l'albinisme, ce n'est pas un fléau des dieux, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une maladie contagieuse. Donc, on peut manger, on peut faire tout ce qu'on fait avec une autre personne, avec une personne atteinte d'albinisme, et on n'aura pas l'albinisme, même pour autant. Et donc, il y a albinisme, il y a ke mi yɔna be albinos wa alo yovo wa alo da yovo wa munyi dɔ ke ne yɔ ɖu dzia wotɔ dzia yɔ ɖu ya yɔ la bɛ o munyi dɔ ke no le ɖu nuku ame ɖe ke ŋuti edɔ lia o la bɛ o munyi edɔ ke mawu alo vodu ɖe sɔ kofi do mi o edɔ ɖe be nyi ametɔ ko amenɔ esɔna na vi donc muhia be na mianɔ de amoko le dɔ nenea Dovo. Et doa donc sous eni ennemi qui toque odola sidona ta ne po gawieve gawireka gaweton que donc sous les ti les scènes moi à moment tonton gbe ada beaucoup fo yo voa om de la to donc sous gbe odola do awu abolegbe que la chon que la nave donc sous madu abona o odola chon kuku que etome la didina ke la tenabe donc kusumadu la keke ke la nabe donc kusumadu nkume kudo e komenao ye ne le nenia na mere kpobe abidele ntinae ke mle pro ke le wo le tioa ne jababa ba kpo agbaze mebe dokito kaba ni etekpo gbolo. Merci à vous, chers invités, et à vos chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions ce soir avec le Dr Kojo Zankwe. Il est dermatologue, vénérologue, chargé de projet à la Sotoderme. J'ai eu aussi le plaisir de partager ce plateau avec M. Sourou Eric Tonto. Il est coordonnateur de programme et chargé de suivi évaluation à la NAT. Chers téléspectateurs, c'est ainsi terminé pour notre rendez-vous de ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. Et ce sera avec ce même plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre question santé. Bonsoir chez vous.